Mesdames, Messieurs, bonjour. Toujours heureux de vous retrouver pour notre émission Science et Civilisation, Ilm wa Hadara. Aujourd'hui, nous allons aller vers l'exploration de la géologie avec le professeur Si Mustapha Souhassou. Si Mustapha, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir ici pour explorer ce domaine si important de la géologie, de la géomorphologie, de la géobiologie. Et vous êtes géologue à l'université Ibn Zohr du Sud, qui, comme vous me l'avez dit, a plusieurs antennes. Elle est à Agadir, mais vous, par exemple, vous êtes à Tsaroudent. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors, avant de peut-être de parler de votre poste actuel, on peut faire un retour sur votre formation? Ok, mais merci, merci Célie. Je suis ravi d'être là et de pouvoir échanger avec vous. C'est un plaisir de se retrouver sur une chaîne nationale. Bon, mon parcours est assez simple. Moi, je suis issu des montagnes du Moyen Atlas, de la région de Merirt, dans la province de Khenifra. Donc, j'ai été élevé dans la nature. Et donc, il y avait le végétal, mais il y avait aussi la roche. Et donc, voilà, c'était simple. Soit je vais dans l'agriculture, soit je vais aller casser de la pierre. J'ai essayé le parcours en agriculture, ça n'a pas marché. J'ai pas réussi ma première année des classes prépa à l'Institut agronomique de Rabat. Et donc, je suis parti à l'université de Meknès, où j'avais entamé une formation en géologie et biologie à l'époque. C'était une des filières qui était disponible. Et puis après le DUG, je me suis orienté pour la géologie. Donc le choix était simple, parce que dans la région, j'avais un de mes frères qui a fait ses études de physique, qui avait un doctorat en cristallo. Et il y avait son ami qui était géologue, qui était de la région, et c'est lui au fait qui m'a inspiré. C'est le professeur Mohamed Issa de la faculté des sciences de Meknès. Souvent dans ces motivations, il y a un entourage, un contexte. Là, c'est à la fois le contexte de vie, puisque vous avez grandi, comme vous avez dit, au milieu d'un environnement qui interpelle au niveau de l'agriculture et au niveau de la roche, et en même temps, un environnement humain, un oncle, un frère. Et ce contexte est très très important, parce que les choses ne viennent pas spontanément. On a entendu parler de quelque chose, on veut approfondir. C'est un peu le travail que nous faisons dans cette émission, c'est de donner le goût aux gens et aux jeunes de pouvoir se projeter dans la recherche. Tout à fait. Dans la région, c'est une petite bourgade, et voilà, donc les perspectives d'avenir, c'était un peu limité. Donc soit aller même après, aller être garde forestier, gendarme, oui. Et puis dans le meilleur des cas, être instituteur. Mais là, moi, j'ai eu la chance d'avoir des frères qui ont fait des études supérieures. Donc, eux, ils m'ont motivé pour aller plus loin. Et puis là, il y a mes profs, justement, dans le département de géologie à Meknès, c'est assez particulier d'ailleurs. C'était des gens très humains qui montraient l'exemple. Oui. Et donc, du coup, le choix avait été rapide. Alors que, normalement, je devrais, vu mon parcours dans un lycée agricole, donc je peux dire que j'étais beaucoup plus calé en biologie qu'en géologie. Et donc, la bifurcation vers la géole, je peux dire que c'est l'influence un peu du contexte. De l'environnement humain. C'est très important. Et puis, il y a toujours cette imprévisibilité qui fait partie des études et après de la recherche. C'est-à-dire que en étudiant, on se rend compte qu'effectivement, le domaine d'à côté ou le domaine un peu plus lointain, est finalement plus approprié pour soi que ce pourquoi on s'était d'abord inscrit à l'université. Il ne faut pas avoir peur des bifurcations. Bien sûr. Dès lors que on se projette dans un travail porteur pour soi-même. Oui, tout à fait. Mais il y avait aussi, donc,
quand j'ai intégré, quand je suis parti à la fac, donc il y avait aussi une ambition, parce que au départ, après le lycée, je me projetais en tant qu'ingénieur agronome. J'ai pas réussi à passer la première année, et donc du coup, je me suis fixé un objectif en relation justement avec ce diplôme. Je me voyais pas m'arrêter à une licence. Non. Non. Donc, il fallait aller plus loin. Peut-être pas dans une école d'ingénieur, mais il faut aller le plus loin possible via l'université. Et j'ai eu la chance, je dois le dire, la chance de partir en France. Oui. Après donc la faculté de Meknès, vous avez été dans quelle ville en France? Donc j'étais à l'université d'Orléans, oui, où j'ai fait mon DEA, oui, l'équivalent du master actuellement. Oui. Une année, donc après mon DEA, je suis parti à Nancy, donc là où j'ai fait ma thèse donc dans l'Institut national polytechnique de Lorraine. Qui portait sur quoi, votre thèse? Ma thèse portait sur les minéralisations aurifères. D'accord. Dans le massif central. Donc il y avait des grands gisements d'or dans le massif central, mais il y avait une grande faille. C'est la faille d'Argenta. Et la question, c'était pourquoi on a des gisements importants, l'Oriera, à Saint-Iriex, et la faille d'Argenta, qui est une grande faille, fait 160 km, elle n'est pas minéralisée. Et donc la question, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ça l'est pas. Et donc, avec mon cher professeur Christian Marignac, qui m'a initié justement à cette problématique, et Michel Catlino, toujours à Nancy. Et donc, on s'est lancé dans ce projet. C'est là que j'ai pris goût, justement, à la roche, à la métallogénie et à l'étude des inclusions fluides, des petites cavités dans la roche, qui nous raconte un peu l'histoire thermique ou thermodynamique de la roche. Et vous voilà à votre retour au Maroc. Déjà dans cette université où vous êtes maintenant, vous avez non. Non, quand je suis revenu au Maroc, c'était pas pour l'université. Quand je suis revenu au Maroc, c'était où j'ai été recruté en tant que cadre géologue dans une compagnie minière. D'accord. Dans la mine de Bouazer, qui fait partie des sociétés du groupe Managem. Et là aussi, c'est une chance. Donc là, on quitte le Moyen Atlas pour l'Anti-Atlas, pour le Grand Sud. Exactement. Oui. Et c'était une région que j'ai découvert justement en fin 2002, que je connaissais pas avant. Et vous imaginez, en France, on vous pose la question, le sable, les dunes de sable, le désert. Et moi, je connaissais rien à ça. Quand on me parlait du sable, je me dis, bon, vaut mieux peut-être me parler de la neige, parce que la neige, je connais. Mais le sable, vu que votre famille vient des montagnes. Mais le sable, hormis le sable de plage, je connais pas. Et donc, quand j'ai atterri, je suis arrivé très tard dans la nuit, dans la mine de Bouazer, que le chauffeur qui m'a ramené me parlait de la mine, mais il disait pas la mine, il disait Zaouia. Oui. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est intéressant. Ben oui. Donc là, le lendemain, je me lève, je suis dans un décor de rêve, dans une mine avec des unités de transformation, du bruit, de l'équipement. Et la grande surprise, justement, c'est quand je vais rentrer visiter les différents services. Et là, j'ai été frappé à la fois par la simplicité des gens, leur accueil, mais un savoir-faire énorme. Je vous reprends là-dessus parce que moi, je suis très, très sensible à ce point-là sur les savoirs locaux qui sont multiséculaires. Et notre pays, comme bien d'autres pays d'Afrique, ont ces savoirs locaux multiséculaires sur plusieurs siècles. Tout à fait. Et ils n'ont pas toujours attiré l'attention. Et je suis très heureux que, au sortir de votre thèse, vous ayez tout de suite eu une attention à ces savoirs locaux et que vous ayez vu que, effectivement, les gens qui habitent un endroit contractent sur plusieurs générations des savoirs sur leur endroit. Exactement. Et là, les gens de la région, ils connaissaient très bien le minerai.
parce qu'on utilisait souvent, on avait de très bons contacts avec les bergers de la région. À chaque fois quand on passait, il y a un berger qui se ramène avec une pierre et où il disait ça c'est du minerai. Et il la reconnaissait avec la couleur verte de la malachite qui est un minerai de cuivre, ou une roche avec des traces de rose qui correspondent à un minerai de cobalt, notamment l'érythrine. Donc il y avait les gens ils connaissaient. Mais aussi dans la mine, il y avait de la technologie, il y avait de l'innovation. Donc en fait, on était dans un milieu où il y avait le savoir-faire local, le métier de la mine, mais vraiment le métier physique et au final qui est aussi assez subtilement technique. Et puis il y a les progrès technologiques où on se retrouvait avec des machines automatisées. Et ça, on est à 2 heures de route de Ouarzazate. Il y avait rien à côté. Quand je suis arrivé, il y a même pas le réseau GSM, il y en avait pas. Donc on était coupé du monde. Mais comment se fait-il que vous ayez basculé vers le milieu universitaire et académique après cette expertise géologique et minière? Là, c'est un choix plutôt familial. D'accord. Parce que j'étais quand même, ma famille s'est installée à Agadir. Ma femme travaille justement à l'université Ibn Zor. Donc après 8 ans dans la mine, donc j'ai un peu fait le tour de la mine. J'ai appris énormément de choses dans tout ce qui a trait à la mine. Donc mon métier de géologue minier, mais aussi je gérais un service, donc j'avais un peu accès à des outils de management, de la qualité, de la gestion de projet. Donc tout ça, ça a fait, j'ai accumulé de bagages que j'ai réussi d'ailleurs à transmettre quand j'ai intégré l'université en 2010 en tant que prof de géologie minière. Et donc, mais c'est très bien, c'est comment dirais-je, ces décloisonnements entre le monde, entre guillemets, de l'entreprise et le monde académique. Et j'ai cru comprendre que vous avez été beaucoup plus loin que ce décloisonnement, parce qu'au sein même de votre université, vous travaillez avec des équipes très différentes, et votre université s'appelle polydisciplinaire de Ibn Zor, et cette polydisciplinarité, elle est dans le concret au sein de votre travail. Alors vous allez nous décrire les différentes équipes. Donc quand je suis arrivé à l'université, donc déjà je venais avec un peu les contraintes ou les besoins de la mine ou du monde industriel. De quoi avait-on besoin dans la mine? Bien sûr en tant que géologue. Et donc on a essayé avec des collègues à la fac de proposer des formations en adéquation avec justement ce besoin. Et donc, j'ai intégré la fac, d'abord la faculté polydisciplinaire de Ouarzazate. 1 an après, je suis arrivé à la faculté polydisciplinaire de Taroudant, où je travaille au sein d'un laboratoire, le laboratoire de génie géobiologique et géobio-environnemental et innovation, donc avec des collègues. Donc biologistes, spécialistes de l'environnement, géologie. C'est vous. Et bien sûr l'innovation. Et donc au sein de notre équipe dans ce laboratoire, l'équipe EGERN, qui s'occupe de la gestion des ressources naturelles et environnementales, on a plusieurs axes. Donc il y a un axe métallogénie, exploration, étude de gisements, caractérisation des gisements. Et puis il y a un axe sur l'hydrogéologie, et puis un axe de géomatique. Système d'information géographique et télédétection. Ça, c'est un axe où on travaille sur... c'est un outil qu'on utilise à la fois pour la modélisation d'un certain nombre de phénomènes. Par exemple, mon collègue Zin Abidine Al-Marjani, qui travaille sur la modélisation de la vague de chaleur, les modélisations climatiques, l'installation par exemple d'une décharge, elle travaille sur les risques naturels comme la gestion des crues ou des choses comme ça. Et les modélisations qu'il utilise sont aussi des modélisations pour vous, c'est-à-dire que l'outil de modélisation sert dans toutes les disciplines. Tout à fait. Et nous, moi j'utilise justement cet outil comme
outil d'exploration, de recherche des minéralisations. C'est pas une alternative de l'outil classique qui est le marteau et le terrain ou les autres techniques, mais c'est un outil qu'on utilise tout au début dans des zones inaccessibles pour essayer de dégager des cibles à fort potentiel, des cibles qui peuvent éventuellement contenir des minéralisations, que ça soit des minéralisations de cuivre, de plomb, des choses. Donc, c'est des méthodes indirectes. Mais ça nous a permis justement de développer cet outil, éventuellement pour essayer de l'utiliser à une grande échelle, pour essayer de dégager les cibles à très fort potentiel. Et donc, à partir de là, une fois on les a repérés, là, on peut passer à l'étape d'exploration tactique. On va utiliser le marteau, les cartes, l'échantillonnage et ainsi de suite. Alors justement, allons maintenant dans votre domaine de recherche à proprement parler, parce que là, on a fait un magnifique panorama de toutes les recherches qui sont menées au sud du Maroc, dans cette université qui, je le répète, a plusieurs antennes dans le sud. Vos propres recherches, vous les menez aussi de manière pluridisciplinaire, puisque j'aimerais bien que vous nous parliez du site de Sij El Massa et du site de Todga. Et vous avez déjà mentionné Bouazer, Imter. Alors, vous êtes dans ce périmètre qui va de Rachidia, Ouarzazate à Tinrir, et vous avez travaillé avec des archéologues comme François-Xavier Fauvel, qu'on avait reçu précisément dans cette émission il y a peu. Alors, ce travail-là, pourquoi il est intéressant, et c'est sur ce point, si vous voulez, que j'aimerais que vous insistiez, c'est qu'on se situe cette fois-ci dans la longue durée de l'histoire marocaine. Et une ville comme Sij El Massa, elle date du 8e siècle. Et donc, justement, sur cette longue durée, du 8e au 15e siècle, vos travaux, qu'est-ce qu'ils indiquent quant au rapport du Maroc ancestral aux minerais? Merci d'avoir posé cette question en relation avec l'histoire. Tous les ouvrages, enfin tous les géologues du Maroc le savent, on commence toujours par le Maroc, paradis des géologues. Mais en fait, il est paradis des géologues depuis très longtemps. Paradis du géologue parce qu'on y voit tous les affleurements depuis l'Archéen jusqu'au Quaternaire. Et à ces affleurements, bien sûr, par endroits, sont liés des substances minérales. Il y a du minerai. Il y a des mines qui sont exploitées au Maroc et qui sont exploitées depuis très longtemps. On a toujours tendance à placer l'exploitation minière au Maroc à partir du 8e. Et donc, 8e siècle. Du 8e siècle. J'ai eu la chance et l'opportunité d'être appelé justement par François-Xavier Fauvel et Sandrine Baron sur ce projet de Sij El Massa, où la question était, bon, eux ils travaillaient le volet archéologique, mais la question c'était de comprendre la place de Sij El Massa dans son contexte, si vous voulez, géologique. Parce que Sij El Massa, c'est un site où on frappait monnaie, donc on connaissait le métal, et aux alentours de Sij El Massa, mais à 40 km, il y a des mines. À 160, à 100 km, il y a une mine polymétallique. Mais surtout, il y a la fameuse mine d'Imiter, la mine d'argent d'Imiter. Et donc la question c'était, ces gens-là qui travaillaient le métal ne pouvaient pas ignorer l'existence de ces gisements et donc aller chercher la substance, le minerai, aller le chercher dans la mine au lieu de compter que sur le métal qui venait par les réseaux du commerce transsaharien. Et c'est de là que ça m'a attiré ce côté historique en relation justement avec l'ancienne mine où j'ai travaillé, c'est une mine centenaire. Donc là, elle fêtera ses 100 ans dans 5 ans, notamment la mine de Bouazer. Donc il y a une histoire minière au Maroc et donc il fallait documenter la mine. Je fais pas de l'archéologie, je travaille avec des archéologues. Et donc on a fait le tour et on a eu la chance au cours des fouilles de Sij El Massa de tomber sur un niveau 30-40 cm qui contient des scories. Les scories, ce sont les rejets de la métallurgie. C'est des scories dans un niveau autour du 10e, 11e et même peut-être après. Et donc, l'idée, c'était de savoir d'où venaient
devenait ces scories, ou du moins le métal qui était dans ces scories. Donc par un outil géochimique, donc l'isotope du plomb, on s'est baladé, on a été voir tout autour de Sijil Massa, de voir ces sites anciens où il y avait de l'exploitation ancienne, notamment dans la région de Gaouz, à 40 km, et puis à Memphis. Et là, on a fait des analyses géochimiques sur le minerai qu'on a comparé avec les scories, et il s'est avéré que Sijil Massa était alimenté par les mines dans un rayon, en gros, de 40 km. Donc en plus, et c'est des minerais d'argent. C'est ça. Donc en plus, Sijil Massa, ce n'est plus qu'une mine, une ville d'or, mais c'est aussi une ville où on exploitait l'argent. C'est ça. Bien sûr, qui est utilisé pour couper les pièces d'or, ou on mélange avec... Oasis, Carrefour, ville caravanière, c'était une ville absolument majestueuse, et dans le commerce subsaharien, elle avait un rôle majeur, jusque précisément les routes qui vont vers l'est jusqu'en Égypte, si je le mets ça, pour justement ce commerce de l'or, mais bien sûr, comme vous le dites si bien, pour les autres minerais que l'on ne cite pas toujours. Mais exactement. Là, on a le porteur de Sijil Massa, fort voyeur d'argent. On descend un peu plus au sud, il y a la fameuse mine d'Émiter, mine d'argent, où là, les travaux qu'on avait entrepris grâce à l'aide du responsable de la mine et de Managem de façon générale, on a constaté sur le site que la chaîne opératoire a été pratiquement complètement préservée. Depuis les filons exploités, où on voyait les petits puits, avec une exploitation typiquement artisanale. Après, le minerai, il est concassé. On avait trouvé des meules pour broyer le minerai. Oui, oui, oui. Et même, on a trouvé des cuves. On savait pas, au départ, on savait pas. C'est des cuves qui étaient creusées directement dans les schistes, fracturées. Non, parce qu'on pensait tout de suite, c'est des cuves de concentration. Mais là, c'était pas possible de concentrer un métal précieux dans une roche complètement fracturée, parce que on va perdre le métal. Et c'est le hasard a fait que, en fouillant tout autour de la mine, on va trouver une cuve qui était complètement comblée et en fait complètement préservée. Et qu'est-ce qu'on y stockait alors? En fait, là, c'était comblé par les argiles, parce que c'était sur un petit chenal, donc c'était par les argiles. Quand on a vidé la cuve, on a trouvé à l'intérieur que c'est une cuve qui avait été construite, où il y avait un travail, c'était pas de façonnement. De façonnement. Donc, c'était d'abord, on mettait des plaques de schiste sur la roche, après un enduit d'argile, et après un enduit de chaux. Et donc là, effectivement, la cuve devient imperméable. Ah oui. Parce que vous aviez la réponse à votre question. Voilà, comment conserver le minerai argent pour qu'il ne se mélange pas au reste? Tout à fait. Et donc là, quand on a étudié cette cuve, on a prélevé des charbons qu'on a datés au carbone 14 aux États-Unis. Et à notre grande surprise, ça a révélé des âges beaucoup plus anciens que ce qu'on croyait. Au-delà, en deçà du 8e siècle, jusqu'au premier siècle de l'ère chrétienne. 2 siècles avant notre ère. 2 siècles avant. 2 siècles avant notre ère, et c'était datation qui était assez... 7-8 siècles avant l'ère de l'Hégire. Voilà, tout à fait. Donc c'est beaucoup plus ancien que ce qui était connu. Et en même temps, dans la même période où je travaillais avec une autre équipe de l'université de Toulouse, du laboratoire Trace, sur un projet en Espagne, et il y avait des similitudes avec le site. La même technique d'exploitation, ça c'est normal de l'avoir parce qu'on travaille à l'économie du stérile, mais en termes de concentration, on trouve les mêmes cuves. Ça, on peut penser justement à cette histoire commune de l'Espagne musulmane et le grand Bakri.
Al-Bakri, l'historien du XIe siècle, qui a documenté quand même beaucoup de choses sur la région. Et exactement. Et donc là, il y a des similitudes. Et en plus de ça, les âges obtenus sur Imiter et dans la région de la Sierra Minera à Carthagène, au sud de l'Espagne, elles sont de la même époque. Ah, oui. Donc il y avait un voyage du savoir. Bon, la question, après, ça a voyagé dans quel sens? On ne sait pas. Est-ce que ça a voyagé du nord vers le sud ou du sud vers le nord? En tout cas, un transfert du savoir, c'est sûr. Ça existe. Et d'ailleurs, il y a le transfert de savoir, de technologie, c'était beaucoup plus large. Parce que quand on descend de Sijil Massa, on passe par la mine d'Imiter, les travaux anciens existent. On descend un peu plus au sud, dans la région de Teliwin, il y a la mine d'argent de Zbender. Elle est connue aussi pour des travaux anciens. Mais maintenant, on va aller encore plus loin, dans la région de Tata. On arrive à la fameuse ville de Temdoult. Temdoult qui était une cité médiévale sur l'axe caravanier qui venait de Sijil Massa. Ah, oui, et justement, Al-Bakri l'avait décrite comme une ville très riche et verdoyante, assise sur une montagne riche en minerais. Les drames de la déforestation et du pâturage intensif ont enlevé toute cette herbe légendaire qui vivait dans ce qu'on appelle le Sahara. Il y a ça, mais il y a aussi l'effet des changements climatiques. Ça, on peut pas le négliger. Mais le fait est que la mine, bon, il y a une partie de la cité qui est préservée, et il y a une dizaine de kilomètres, il y a la fameuse montagne qui est décrite d'ailleurs par El-Bekri, qui est riche, où il y a des gisements d'argent. Sur le site, on trouve les traces du traitement de minerais de cuivre, qui n'est pas dans ces montagnes, mais qui devrait venir d'un peu plus loin, un peu plus au nord de la ville d'Aqqa. Et donc, c'était une ville industrielle où on a traité, valorisé différents types de minerais. L'argent, le cuivre, cobalt. Le plomb. Non, le cobalt, il est très circonscrit. Et donc, il y avait une cité là qui générait, où on créait de la richesse. On a trouvé des pièces de monnaie, c'est vrai, hors contexte, mais des pièces de monnaie qui portaient l'année 1271. Il y avait des vestiges justement de l'exploitation. Donc là, c'est un projet sur lequel on commence, mais on commence... Alors, c'est passionnant de vous écouter. L'émission touche presque à sa fin, mais je voudrais que l'on consacre un peu de temps au péril et aux menaces auxquelles font face ces mines aujourd'hui et les enjeux patrimoniaux. Quand je vous ai lu, j'ai compris qu'il y avait pour vous un intérêt très important de mêler ensemble la géodiversité et la biodiversité, de mixer l'héritage culturel et cet héritage géologique. Alors précisément, il y a deux faces de ma question. D'un côté, les enjeux patrimoniaux pour tenir ensemble la géologie dans sa diversité et la culture dans sa diversité. Et mon autre question, elle est précisément sur les menaces qui pèsent sur les mines actuellement. Justement, ça c'est un des volets de ma recherche que je mène en collaboration avec mon collègue et néanmoins ami Mouhaïken de la faculté des sciences d'Agadir, Nour Saïd Aissam, et une équipe de l'université de Bucarest en Roumanie et l'Institut de géologie en Roumanie. L'objectif justement de cet axe, c'est de documenter un certain nombre de sites géologiques, mais aussi d'aller dans le sens de créer ou de penser des géoparcs. C'est une façon de protéger ce patrimoine. Il y a le patrimoine géologique. Je cite l'exemple de la discordance de Tizin Taratin entre Teliwin et Taznacht. Et il y a un tas de sites géologiques qui méritent d'être préservés. Mais il y a aussi
les gravures rupestres, notamment de Fumchna dans l'Odra, ou les gravures rupestres dans le massif de Demnet, qui méritent d'être préservés. Mais il y a ce patrimoine minier, ce que j'appelle le patrimoine minier, c'est-à-dire ces mines anciennes. Ces mines, il faut les documenter, oui, il faut raconter leur histoire, mais penser à un schéma de préservation. Et nous, on pense modestement de la préservation via des circuits touristiques. On avait proposé justement en 2014, c'est un projet qui a été présenté à Dakar, au Sénégal, proposer un circuit qui part de la ville de Ouarzazate, c'est la capitale des mines, où il y avait justement l'idée de lancer un musée de mines et de géologie. Oui. La première réunion d'initiation, j'y ai participé, c'était en 2006. Donc le projet, il est en cours, il y a la construction, elle est là, donc c'est en cours de finalisation. Donc il y a un projet. La mine Dimitar a installé un musée pas loin de Tinrir. Il y a les fameuses khtarat entre Tinrir et Rissani. Et puis après, on va arriver dans les dunes de sable. Mais à côté des dunes de sable, il y a les fameuses mines de Memphis ou les mines de Tadaout. Donc il faut penser ça dans le cadre de circuits touristiques pour à la fois préserver ce patrimoine géologique et minier, le valoriser en utilisant pour créer de la richesse pour les populations locales. On sait que il y a des initiatives personnelles, notamment à Tinzonin, dans la région de Dakar, ou précisément Temdoult. Il y a des individus, des personnes que nous remercions d'ailleurs, qui mettent à notre disposition leur collection, des petits objets trouvés par-ci, par-là. Et donc ça, il faut le centraliser, créer des structures. Archiver tout ce savoir qui est sédimenté dans les objets. Oui, mais l'archiver, mais surtout communiquer dessus, montrer, le valoriser, le faire connaître. Mais cette émission contribue à cela. Nous arrivons à la fin de notre émission. Merci Simstafa Souhassou pour cet entretien absolument passionnant. Merci. Vous avez fait naître des vocations en géologie. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, merci beaucoup de votre écoute et je vous dis à une prochaine séance. Au revoir.